Salut à toi qui adore la série Stranger Things et qui aimerait qu'on en parle toute l'année. Et ben là t'es au bon endroit. Bref, aujourd'hui comme d'hab on retourne sur l'actu post-saison 3. Une actu encore pleine d'interrogations parce qu'on sait plus vraiment si on doit encore attendre quelque chose pour Noël. On reviendra aussi sur quelques théories du moment, notamment de vos commentaires des suites de ma dernière vidéo. Et vous m'avez sorti des trucs cool quand même. Comme d'hab, il y aura encore plein d'autres petites choses, même si c'est vrai en ce moment on est un peu dans le creux de la vague de l'actu Stranger Things. En tout cas, il y a toujours plein de trucs intéressants à dire, alors c'est parti. Et on commence avec le choc des titans des plateformes de streaming. Vous le savez très bien, Disney+ a fait son apparition aux États-Unis et devrait arriver chez nous en mars. Et forcément pour son lancement, elle arrive avec une série phare, à savoir The Mandalorian. Et alors c'est marrant parce que les médias se sont rapidement emparés du succès et de l'engouement pour cette série afin de la comparer à Stranger Things. Alors oui, ça n'a rien à voir, mais la raison à ça est très simple. Comparer le nouveau mastodon à un autre mastodon déjà bien en place. Tiens d'ailleurs, un mastodon ça ressemble à ça en vrai. Mais bon, aucun rapport. En bref, la série du lancement de Disney+ commencerait déjà à faire plus de bruit que Stranger Things et deviendrait même déjà la série la plus diffusée aux États-Unis. Les médias s'en délectent, mais ça reste à prendre dans une certaine mesure. Car oui, l'univers de Star Wars, c'est la grosse licence par excellence. Donc normal qu'on ait des remous avec la fanbase déjà établie. En plus, il y a l'effet de nouveauté dû à l'ouverture de la plateforme. Et puis de toute façon, moi, en bon fan de cet univers aussi, vous pouvez être sûr que je passerai voir. Et puis de toute façon, le grand gagnant dans cette guerre, cette concurrence, finalement c'est nous. Ce qui est toutefois intéressant de constater avec tout ça, et l'avènement des nouvelles plateformes de la concurrence, c'est qu'on reste bien souvent sur des séries qui sortent de façon hebdomadaire, épisode après épisode. Et sur ce point, ça pourrait peut-être donner des idées à Netflix, qui pourrait utiliser davantage ce système afin de garder son public dans le temps. Et puis pourquoi pas avec Stranger Things. Ça reste de la spéculation et le show est devenu un peu le spécialiste du binge-watching. Mais imaginons qu'un jour Netflix adopte cette façon de faire, de lâcher un épisode chaque semaine avec sa série phare. Est-ce qu'on se soulèverait tous d'un seul coup contre eux à signer des pétitions? Ou alors est-ce qu'on pourrait s'habituer à ce système? Tiens, je vous mets un sondage ici, donnez-moi votre avis. En attendant, je vais vous donner personnellement mon avis. Moi, je supporte pas trop d'attendre. Et c'est très satisfaisant de pouvoir enchaîner les épisodes sans cette frustration d'attendre la semaine suivante. Surtout avec les cliffhangers de malade que nous sert la série à chaque fin d'épisode. Pourtant, j'avoue que l'attente, ça a du bon aussi. Pour pouvoir mieux assimiler, digérer ce qui s'est passé dans chaque épisode. Et puis aussi faire monter la hype encore plus au fil des semaines. Donc marquer encore plus les esprits dans le temps. Alors voilà, au final, pour moi, peu importe. Mais ce système ne me dérangerait pas non plus. Et d'ailleurs, pour revenir à des choses plus proches, est-ce qu'on aura finalement un épisode spécial Noël? Bon, déjà après avoir tiré un trait sur un spécial Halloween, on peut aussi tirer un trait sur un spécial Thanksgiving. C'était jeudi dernier. On a vu toutefois pour l'occasion cette petite vidéo rigolote à propos de Karen qui fait son aérobic pour la journée de la dinde. Je sais pas trop si l'actrice doit apprécier la comparaison. En tout cas, rien de plus. Pas même un indice pour Noël qui se rapproche pourtant à grands pas. Alors est-ce que c'est bel et bien mort cette fois? Ça aurait été judicieux de la part de Netflix d'anticiper peut-être cette fin d'année, afin de rappeler à la nouvelle concurrence qui c'est le boss. Enfin du moins encore un temps. Mais bon, rien n'est perdu si vraiment le secret a été bien gardé. Ce qui est sûr, c'est qu'en se rapprochant de Noël, ça devient quand même chaque jour un peu plus improbable. Allez Netflix, surprends-nous. Enfin, une petite anecdote que j'ai lue récemment et qui m'a beaucoup amusé par rapport à Millie Bobby Brown et ses gaufres. Alors elle avait déjà déclaré depuis bien longtemps qu'en vrai elle aimait pas vraiment les gaufres Eggo. Mais apparemment ça va plus loin que ça, elle y aurait même été allergique. À en manger presque une quinzaine par jour à une période pour les besoins du tournage de la première saison, en vrai elle pouvait vraiment plus les supporter du tout. Et c'est pour ça qu'elle avait fait la demande express de ne surtout plus avoir à en manger pour la suite. Bon, ça casse un peu le mythe, mais le personnage d'Eleven n'en reste pas moins accro. En tout cas, le grand perdant de l'histoire, c'est le fabricant Eggo qui avait vu ses ventes exploser après la première saison. Mais bon, les frères Duffer trouvent encore des astuces pour nous associer Eleven à la gaufre mythique. Petit retour sur ma dernière vidéo à propos de ce Démogorgon qu'on voyait en fin de saison 3. J'avais balancé pas mal de théories afin d'expliquer sa présence. Et du coup, en plus en commentaire, vous avez apporté pas mal de théories sur d'autres hypothèses encore auxquelles j'avais même pas pensé. Et ici, je voulais vous rendre hommage en partageant celles qui sont revenues le plus souvent.
Alors bon, déjà, je vais pas revenir sur mes différentes hypothèses par rapport à ce Démogorgon. Le mieux, c'est de passer voir ma dernière vidéo si vous l'avez pas vue. Maintenant, parlons plutôt de ce que vous m'avez apporté en plus. Déjà, vous avez été nombreux à m'évoquer le Démodog dans le frigo en fin de saison 2, celui que place Steve dans la maison des Byers. Alors déjà, non, c'est pas Dart. Dart, on le revoit dans le tunnel et c'est là qu'il meurt, après la fermeture du portail. Concernant celui qui est placé dans le frigo, Dustin ne fait jamais référence à Dart. Et du coup, il me semble bien qu'il n'y ait plus jamais fait allusion, même par l'intermédiaire de Joyce, qui aurait pu dire un peu plus tard ou dans la saison suivante, un truc du genre « Ah ouais, j'ai retrouvé le cadavre d'une créature dans mon frigo », nada. Et donc certains se sont amusés à imaginer que, pourquoi pas, une équipe d'une organisation secrète, peut-être russe, qui observait discrètement les événements se serait emparée du spécimen. Et c'est vrai que les Russes pouvaient déjà être présents, puisqu'en 1984, ils faisaient déjà des expériences pour ouvrir un portail à Kachamka. Donc oui, ils devaient très bien savoir ce qui se passait à Hawkins, et ils avaient sûrement des agents sur place. Le froid du frigo étant bénéfique pour les créatures de l'Upside Down, ce Démodog aurait pu se régénérer. Après, il aurait peut-être été conservé dans un endroit froid, jusqu'à le ramener à la vie avec peut-être l'aide d'un nouveau passage vers l'Upside Down. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais faut bien reconnaître que ça se tient. D'autant que les Frères de Fer ne font jamais rien gratuitement, et que là, pour le coup, on n'en a plus jamais entendu parler de ce Démodog. Voilà, en tout cas, ça m'a permis de revenir un peu là-dessus, car c'est vrai que j'avais jamais vraiment soulevé ce détail de ce Démodog dans le frigo, et en plus je reçois souvent des théories à son sujet. Une autre possibilité qui est pas mal revenue dans vos commentaires, c'est la notion de clonage. Ouais, là on nage en plein Jurassic Park, donc j'aime bien. Est-ce que les Russes avaient prélevé de l'ADN de créatures pour en fabriquer une de toutes pièces en labo? D'ailleurs, c'est pas incompatible avec la théorie précédente. Peut-être que l'ADN viendrait de là. Toujours est-il que certains pensent que ça peut aussi avoir un lien avec ce liquide vert dans les tubes. Car même si c'est une sorte d'acide très puissant, cette substance pourrait très bien provenir de l'Upside Down. Et d'ailleurs, si à la base, un Démogorgon est ouvertement inspiré d'aliens, avec cette créature, ce liquide rappelle justement le sang des aliens, qui est lui aussi un acide très puissant. Alors après, je dis pas que là c'est leur sang, mais voilà, ça peut être lié aussi. Enfin, dernier point qui est un peu moins revenu, mais que j'ai bien aimé aussi, c'est la notion d'Upside Down qui serait maintenant présent sur notre Terre. Et ça expliquerait la présence du Démogorgon. Un peu comme dans la saison 2 avec le réseau souterrain qui commençait à se développer. Et peut-être d'une autre façon qui transcenderait le concept de portail. Dans tous les cas, si on ne pouvait plus l'arrêter en fermant simplement un passage, ça rehausserait sérieusement les enjeux pour arrêter le Mind Flayer à l'avenir. Voilà, merci à tous ceux qui ont partagé ça. Si vous avez encore quelque chose à ajouter à ce sujet, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Bien sûr, en vérifiant quand même qu'on n'en ait pas déjà parlé dans la vidéo précédente. Et on passe à la suite. Je pense que vous vous en rappelez, on en avait déjà parlé de cette attraction londonienne consacrée à la série, celle de Secret Cinema. Et maintenant qu'elle est enfin ouverte, on va pouvoir savoir un peu plus ce qui s'y passe, même si ça reste extrêmement difficile d'avoir des images et des infos. Il porte bien son nom, ce Secret Cinema. Donc je vais résumer encore une fois le concept de façon très succincte. Secret Cinema organise dans des lieux londoniens, différents à chaque fois, des projections de films cultes, dans des lieux souvent atypiques en rapport justement avec le film, et donc des décors correspondants pour créer une atmosphère. Au fil des années, le cadre a joué un rôle de plus en plus proéminent dans ce concept, avec toujours plus de décors et d'acteurs live qui viennent reproduire des scènes en plus de la projection. Cette année avec Stranger Things, pour la première fois, c'est une série qui passe. Et donc apparemment ce nouveau lieu qui est tenu secret, c'est une sorte de hangar qui a été transformé en centre commercial Starcount Mall. Au moins on a des photos de la façade. Alors à l'intérieur on retrouvera forcément le glacier Scoops et Hoy, mais aussi d'autres endroits clés de la série comme la salle d'arcade. Et non, c'est pas Finn Wolfhard sur la photo. Mais vous l'avez compris, on évoluera au milieu de sosies très ressemblant aux acteurs de la série. L'environnement intérieur par lui-même est extrêmement ressemblant à l'intérieur du Starcourt Mall. Et non, j'ai pas d'image, donc pour illustrer, on mettra celle de la série. Et d'ailleurs, pourquoi à l'époque où tout le monde a un téléphone portable, il n'y a pas un visiteur qui a pris une photo de l'intérieur? C'est tout simplement parce qu'en entrant, chaque smartphone des visiteurs est mis sous scellé. Parce que n'oublions pas, ici, on est dans les années 80, donc ça n'existait pas. Et puis c'est bien arrangeant pour entretenir justement le mystère autour de ces attractions très spéciales. D'ailleurs, il faut aussi s'habiller dans le style années 80, ça je vous en avais déjà parlé. Chose intéressante pour l'immersion, au-delà de visiter des décors, il est attribué des fiches avec des rôles pour chaque visiteur, qui prendront donc part entière à cette mise en scène, avec même des missions qu'apparemment vous pouvez accepter ou non de relever.
Par exemple, vous êtes un reporter, vous devez faire un scoop sur telle ou telle chose, à vous d'aller interroger des gens, d'aller à la pêche aux infos pour découvrir des secrets Dawkins. Et ce travail de recherche est récompensé, puisqu'il vous permettra de déverrouiller des points inaccessibles. Au-delà du Starcourt Mall, tout ce cadre recoupe quand même les 3 saisons. On pourra par exemple rencontrer Eleven avec la tête rasée de la première saison. L'environnement ne semble donc pas se limiter simplement au centre commercial. Il y a aussi un petit peu de fête foraine, un petit peu de Hawkins, et puis donc les lieux secrets. Ça dure 3 heures et le tout se termine par un spectacle live, probablement avec quelques apparitions étranges de l'Upside Down. Ce qui manque finalement, c'est simplement les projections. En effet, comparé aux précédentes éditions, cette fois c'est full mise en scène et décor. Précédemment, j'avais évoqué qu'il y aurait peut-être, comme d'habitude, des écrans à 360 degrés même, qu'ils utilisent généralement. Mais cette fois, finalement, non, aucune projection. Bon, de toute façon, je pense que c'est pas vraiment un inconvénient pour tout bon fan de la série, parce que le principal, c'est sûrement cette surprenante immersion. Petit rappel que maintenant Stranger Things 3 The Game existe aussi sur smartphone, il est disponible en l'occurrence sur Android, voilà un bon moyen de le tester où que vous soyez. Si vous allez faire un tour au Geek Days de Lille, allez jeter un œil du côté du stand de Game Over Experience. Il propose en effet une immersion en VR dans l'univers de Stranger Things. Le genre de voyage qui donne un peu envie quand même. D'ailleurs, il existait déjà une expérience VR sur smartphone. Elle date un peu maintenant, mais je sais pas si vous aviez eu l'occasion de la tester à l'époque. Allez de suite jeter un œil avec un casque VR. Je vous mettrai le lien en description, c'est une vidéo YouTube. Voilà, comme ça si vous connaissiez pas, au mieux je vous aurais fait découvrir un truc. Mais bon, je pense que celle-là, il y a du monde qui la connaissait. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va se quitter avec bien sûr les collections que vous m'envoyez par Instagram. Au passage, bien sûr, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en allant voir le Whoopa Shop. Comme d'hab, le lien sera quelque part. Merci à tous ceux qui commentent et qui agrémentent le forum avec leur partage à propos de la série. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles choses. Ciao les amis!